Bonjour à tous. Une des clés pour démarrer la journée avec de bonnes vibrations, c'est bien sûr d'avoir la positive attitude. Et ici, vous avez toutes les clés pour. Bienvenue à Matin Bonheur, votre matinale, celle qui vous réveille tous les matins. Bonjour Marco. Bonjour à tous, bonjour Leslie, bien réveillé j'espère. Oui. Et vous, quelle est la nature de votre réveil? Eh bien la réponse donc, se trouve dans ce condensé de bonne humeur, de divertissement et surtout d'informations tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30 minutes. Et nous commençons tous les jours avec bien sûr du rêve, de la décontraction, de la recréation. Nous avons donc pour habitude dans cette fâcheuse manie de vous entraîner dans des endroits les plus beaux au monde. Et aujourd'hui, arrêt du côté de la Malaisie. Bonjour à tous. À Venise. Ah oui, ça fait un peu Venise, hein, mais c'est joli hein, la Malaisie. Un pays en plein essor qui fait partie des grands consommateurs, producteurs de café. Hein. Café et cacao aussi. Talonne beaucoup la Côte d'Ivoire. Hein. Mais bon, la Côte d'Ivoire est toujours devant. Et c'est joli. C'est très très joli, Malaisie. Marco. Vous connaissez le tigre de la Malaisie? Le tigre de la Malaisie? Non. Vous n'avez pas connu Sandokan? Non. Mon Dieu. Bah, je savais en fait. Je travaille avec ma fille. Enfin bref. Racontez-moi, dites-moi, c'est quoi? Le tigre de la Malaisie, c'était un des plus grands films de la RTI. Sandokan. Marco, c'est dans quelle année? Avec sa femme Marianne, je ne me souviens plus. Je n'étais pas assez grand pour savoir. Mais en tout cas, je sais que... Si vous n'étiez pas assez grand, c'est que je n'étais pas né. Oui, non, vous n'étiez pas né. Vous n'étiez même pas en projet même, je pense. En tout cas, merci à vous. Vous êtes dans nos projets aujourd'hui, très chers téléspectateurs, en ce 21 mars. Donc, c'est la journée internationale de... C'est la journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale. Elle est célébrée chaque année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où, à Shepperville, c'est en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposé par l'apartheid. Et Marco, en même temps,
Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale de la forêt, on l'a dit, hein, à l'entame de cette semaine. Nous allons recevoir donc le colonel Dogui Aboa, donc, qui est conseiller technique de monsieur le directeur général de la SODEFOR, pour nous parler bien sûr des enjeux de cette journée. Et puis n'oubliez pas également, nous aurons la rubrique Parlons français, et concernant le volet famille, le thème est assez choc. Alors, comment présenter son amoureux, son amoureuse à sa famille? Ce sera avec Bernadette Assonguesson. Je ne vais pas répondre à votre question. La gym, on se retrouve juste après. On y va. Je vous vois venir. Bonjour chers téléspectateurs de Battle Border, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Alors hier nous avons travaillé les abdominaux, aujourd'hui on va continuer encore toujours de travailler et de renforcer notre sangle abdominale en faisant un peu de gainage. Pour cela on va utiliser encore un haltère comme hier justement et puis on va partir directement sur le tapis. Regardez, le premier exercice, on se met à 4 pattes sauf que les genoux ne touchent pas le sol. D'accord, je me mets là dans cette position pour que vous puissiez bien voir, ok. Et puis on va se déplacer dans la latéralité, aller de gauche à droite, ok. On va faire 10 passages de part et d'autre, d'accord. Donc on se met en position là, ok, et on part. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Alors, lorsque vous êtes au 10e, vous revenez au sol, vous soufflez un peu. Et puis on repart encore une autre fois. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, là vous descendez, vous soufflez un peu. On part directement pour le second exercice. Ok. Alors, pour le deuxième exercice, on va utiliser l'haltère. Vous mettez l'haltère là, du côté droit. Ok, on monte sur la pointe des pieds. Faites attention à ce que le fessier soit assez bas. Ok, pas dans cette position, mais plutôt là. Et puis on passe la terre sous le bras opposé. Et ça fait 1. D'accord? On va en faire 15 deux fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, prenez tout votre temps. 3. Mettez l'haltère le plus loin possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Là encore, vous prenez un petit temps de repos. Vous allez en principe sentir que la sangle abdominale se contracte très bien. On travaille comme ça le transverse pour avoir un bon ventre bien renforcé, bien gainé. Donc, on va repartir une dernière fois pour cet exercice avant de passer à l'exercice suivant. Allez, cette fois-ci, on commence côté gauche. Tout à l'heure, on avait commencé côté droit. Cette fois-ci, on commence côté gauche. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 1, 2, 3, 4, le dernier. Ok, super. Alors, le dernier exercice que nous allons faire aujourd'hui, c'est du gainage facial. Mais contrairement à ce qu'on fait habituellement, au lieu de garder les mains directement sous le torse, on va écarter les bras, toujours en position de pompe. Voilà ce que ça donne. Là, vous placez vos mains très éloignées l'une de l'autre. Ok, on joint les pieds, on descend bien le fessier et on reste dans cette position-là. D'accord? Pendant 10 secondes, 2 fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus bas le fessier, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle un peu, on respire. Plus on écarte les bras, plus on est dans une position d'instabilité. Pour travailler justement le transverse, avoir de l'instabilité, c'est très efficace. Donc on va repartir encore une dernière fois pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1.
Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas que lorsque vous gainez, vous avez tout le corps qui est contracté, les épaules, les bras, biceps, triceps, les cuisses, le fessier, les abdominaux. Tenez bon. 3, 2, 1. Ok, super. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour continuer encore à travailler toujours notre corps pour être en bonne santé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Voilà, c'était le coach Fabio Capuero, c'est ça? Quoi? Capuero. Fabio Capello. Capello. Un grand coach italien. Vous l'avez connu parce qu'il est toujours là. Il vit toujours. Non. Vous êtes dans quelle année au juste? Ok. Et qu'est-ce qu'il fait, le coach Capuello? Il est coach, il était ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Italie. Il a entraîné de grands clubs, notamment, je pense, Milan, en tout cas beaucoup de clubs. Fabio Capello. Heureusement que vous êtes là. C'est un grand coach. Hein, que ferais-je sans vous, Marcela? Vous connaissez aussi Akakwame Basile? Non. Basile Akakwame, vainqueur de la Coupe d'Afrique en 92. Ah, vous n'étiez pas encore né. Basile Akakwame. Akakwame Basile. J'ai oublié que vous êtes né en 2000. Alors, il est 6h09, mesdames et messieurs, je la taquine. C'est une grande dame, Nessie. Alors, Nessie, on va parler religion maintenant. Effectivement, Marc n'est pas loin. Effectivement. Et là, ça se passe du côté de l'église Christ Mission Harris. Donc, 2 serviteurs de Dieu de l'église de Christ Mission Harris viennent d'être célébrés par leur communauté pour leurs 20 ans de vie sacerdotale. À travers cette célébration, ces serviteurs de Dieu veulent manifester leur reconnaissance au Seigneur de leur avoir permis de tenir la dragée haute et pour entamer les défis à venir. La célébration a eu lieu le dimanche dernier dans le village de Yaou, non loin de Grand Bassam, un village cher à M. Joseph Anjou, voilà le responsable éditorial. Reportage signé Herman Niamia. 1998-2018, cela fait 20 ans que le chef prédicateur de l'église du Christ Mission Harris, Folie Abaka LS, et le prédicateur auxiliaire Ikimu Miesan Benoît se sont consacrés entièrement à l'œuvre de Dieu. 20 ans de sacerdoce qu'ils veulent marquer d'une pierre blanche afin d'amorcer leurs défis à venir. Aujourd'hui, à travers cette célébration, je voudrais montrer à tous les chrétiens, au monde entier, la main de Dieu dans mon sacerdoce. J'ai connu beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés, mais Dieu m'a porté, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a sauvé, jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui 20 ans. Donc cette célébration est une action de grâce. Pour les 20 ans passés, il y a eu des manquements dans ma vie. J'ai fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais dans tout cela, Dieu m'a préservé. Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu est resté avec moi. Dieu m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Voici que j'ai 20 ans. C'est une grâce pour moi. Pour cette cérémonie qui a mobilisé plusieurs fidèles Harris, le président mondial de l'église du Christ Mission Harris, son éminence Faustin Nangui Adiako, a lui-même célébré la messe. Une occasion pour lui de rappeler les principes de Dieu et d'inviter son peuple à demeurer fidèle. Toute célébration, c'est une interpellation. Et cette célébration à laquelle nous avons participé ce matin pour les 20 ans de sacerdoce de ses serviteurs Folie Abaka, Ernest et Ikumu, nous interpelle. 1. À demeurer fidèle. 2. À être résolument engagé. Et 3. De savoir que notre Dieu, il est avec nous. Union de prière et de reconnaissance à Dieu, les intervenants n'ont pas manqué de féliciter ces serviteurs de Dieu pour leur dévouement avant de les encourager à poursuivre sur cette voie. Outre les prières pour la paix en Côte d'Ivoire, les fidèles ont chanté et dansé à la gloire de Dieu. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. Dans une poignée de secondes seulement, nous serons en compagnie de Madame Rachel Inao. Vous savez qu'elle est avec nous tous les mercredis et aujourd'hui, sa présence a une résonance toute particulière parce que tout simplement, mesdames et messieurs, nous sommes dans la semaine de la francophonie. Et j'aimerais ce matin comme ça, pour rester dans le sillon de la nostalgie, penser à toutes ces personnes qui nous ont donné envie d'aimer cette langue, de parler français. Ce sont des personnes de la radio, de la télé, de la presse. Je cite comme
ça, hein, Joseph Diomandé, Monsieur Joseph Diomandé, Lévin Yamke, Jésus Kwasi Yoboué, ce sont des personnalités. Quand on était encore étudiant, on voulait parler comme eux, avoir ce phrasé, cette fluidité langagière, voilà. Et puis, je pense comme ça, Boubacar Kanté, grand commentateur radio de football, il y a Nasser El Fadel, Jean-Louis Farah Touré, Massi Domingo, grande animatrice, vraiment Geneviève Ouané, toutes ces personnes-là qui font que la différence, c'est que ce n'est pas des personnes qui sont en Europe. Si c'était des personnes en Europe, on allait vraiment leur rendre des hommages appuyés. Mais bon, comme ce sont des personnes de nos pays, vous savez que dans nos pays, donc nul n'est prophète chez soi. Mais vraiment, honneur à toutes ces personnes-là. Dans la presse écrite, M. Diego Bailly, paix à son âme, il y a Abdoulaye Sangaré, Joachim Begré, Jacques Popli, vraiment de grandes plumes, des personnes qui font aussi la promotion du français, de la langue française, comme celle qui est avec nous. Bonjour madame. Bonjour Marco. Vive le français, c'est la semaine. Oui. Impression Qui sont vos modèles? Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer cette langue? Bernard Blindadi. Oui. Amadou Kourouma, feu Amadou Kourouma. Et Soro Gefala. Marcelin Govry. Non. Surtout Bernard Blindadi. Ces hommes de lutte qui aujourd'hui ont tenu le flambeau de la littérature. Oui. Et par ricochet qui ont prôné la francophonie. C'est Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, ces personnes. Et vous, ça vous dit d'écrire un livre? Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas en train d'écrire? Ah, merci pour l'information. On va voir la primeur. Hein. On va voir la primeur. On va présenter ça à Matin Bonheur d'abord. Ça parlera de quoi? De la langue française ou de la culture? Pas la langue française. On va s'appuyer d'abord sur la vie courante. Et puis après, on va entrer à fond dans le français. Dans le français. Et aujourd'hui, on va entrer à fond dans quelques expressions. Donc, quand nous partons en voiture, on prend. Il y a également « je suis là, étudier »,« je pose mon veto »,« construire une maison neuve et l'achève complètement ». Oui. On va commencer par « quand nous partons en voiture, on prend ». Quand nous partons en voiture, on prend. Vous constatez que c'est une phrase. Et j'ai pris cette phrase-là. À l'intérieur de cette phrase, le problème, c'est le pronom indéfini « on ». Quand on regarde, quand on analyse cette phrase, c'est quand nous partons en voiture, on prend par exemple un chat ou on prend un chien. Ceux qui partent en voiture, c'est qui? C'est nous. Ça veut dire qu'ils sont connus. À la suite de la phrase, qui prend le chat ou le chien pour partir en voiture? C'est encore nous. Donc, en réalité, à la place du « on devait retrouver plutôt un « nous ». Parce qu'il s'agit ici de personnes qu'on connaît. Ce ne sont pas des personnes indéfinies. Et puis, il faut retenir une chose, c'est que le « on », c'est un pronom personnel qui renvoie à la troisième personne du singulier. Oui, il renvoie à la troisième personne du singulier. Mais malheureusement, nous avons déformé son emploi. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, parler de soi-même, on emploie « on ». Je prends, par exemple, un médecin qui est dans la salle de consultation, il constate qu'il y a beaucoup de patients dehors qui sont en train de graisser des dents, il sort, ne vous inquiétez pas, on vous prend tout à l'heure. Mais le « on », il renvoie à qui? Il renvoie à lui, médecin. En réalité, il devait dire « je vous prends tout à l'heure » pour montrer qu'il est impliqué dans la chose. Mais en utilisant le « on », nous nous dérobons. Et puis de surcroît, ce que je voudrais que les téléspectateurs retiennent ce matin, c'est qu'en employant le « on », c'est vrai, de façon verbale, cela peut passer. Mais grammaticalement, donc quand on passe à l'écrit, attention, c'est une faute. Parce que c'est un langage familier. Il faut mettre les pronoms là où il faut. Le « on », c'est un pronom, c'est vrai qu'il désigne la personne, mais à la troisième personne du singulier. Très souvent, on utilise « on » à la place de « nous ». Voilà. Donc cette phrase, par exemple, on arrive. Quand nous partons en voiture, nous prenons le chien ou nous prenons le chat. Donc il faut faire très attention. Moi, le quand même me gêne un peu. Et c'est pas mieux de dire lorsque? Lorsque et quand sont équivalents. Quand on prend le groupe des connecteurs logiques, le quand ici permet d'indiquer le moment, c'est-à-dire le temps. Lorsque permet d'indiquer aussi le temps, le moment. Donc il n'y a pas de souci ici.
D'accord. Alors, deuxième expression, je suis là à étudier. Ça, Nessie a beaucoup dit ça dans sa jeunesse. Oh là là, cette expression, je vous assure. Je suis là à manger. Même les adultes, je suis là à me reposer, je suis là à manger. Oui. Moi, j'ai simplement pris cette phrase dans le contexte des études parce que nos enfants, il faudrait qu'ils redressent le verbe, surtout avant les examens et surtout avec la fin de ce trimestre. Ils vont entamer le troisième trimestre. Il faut redresser le langage. Il y a bientôt les examens. Voilà. Vous êtes en train de faire une activité. Au moment où l'action se déroule, vous êtes en train de. Ce n'est pas « je suis là », mais c'est « je suis en train de ». Parce que l'action est en cours d'accomplissement. Donc, je vous en prie, ce n'est pas « je suis là à étudier », c'est « je suis en train d'étudier » au moment où vous étudiez. Je suis avec Marco et Nessie. Nous sommes à l'émission Matin Bonheur, en plein dans la chronique « Parlons français ». Donc, nous sommes en train de parler le français à la chronique « Parlons français ». Parce que ça se fait au moment où l'action se déroule. Comme les Anglais disent « right now ». Donc, c'est pas... Pour nos ménagères, on ne dira pas « je suis là préparé ». Non, je suis en train de préparer. Je suis en train d'ausculter. Ça, c'est au niveau de la médecine. Et, et si on dit simplement « je prépare », est-ce que c'est une faute? Non. J'étudie. Ce n'est pas une faute. Mais quand vous voulez insister sur l'action en cours d'accomplissement, je vous en prie, il faut utiliser la locution prépositive « en train de ». Et il y a une expression qui n'est pas ici, mais qui est très, très utilisée. Oui. On n'a qu'à. On n'a qu'à. En réalité, on n'a qu'à aller. En fait, grammaticalement, c'est correct. Mais c'est au niveau de la prononciation que nous avons cette déformation. On n'a qu'à prendre. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à prendre. C'est une chanson. On n'a qu'à prendre cette chose. C'est pas on n'a qu'à prendre cette chose. On n'a qu'à prendre. Il y a une négation dedans. À force de prononcer de cette façon, de mal prononcer surtout. C'est on n'a qu'à. Oui. On n'a qu'à prendre le train. Voilà. Si on n'a pas pu prendre le bus, on n'a qu'à prendre le train. Voilà. On n'a qu'à prendre l'avion. On n'a qu'à boire de l'eau. Voilà. Surtout de l'eau. Et j'oppose mon veto. J'oppose mon veto. Quand on prend cette expression, ce qui va nous déranger à l'intérieur de cette phrase, c'est opposer, le verbe opposer, en relation avec veto. Veto. Je voudrais que nos téléspectateurs fassent attention surtout dans la prononciation du mot veto. Ce n'est pas le veto, c'est le veto. Il faut faire très attention, il n'y a pas d'accent. Il n'est pas accentué. Lorsque vous l'accentuez, vous revenez ici dans le diminutif du vétérinaire. Où je vais chez le veto. Oui, par contre, ici, on dira le veto. Si on doit utiliser correctement la phonétique. L'ambassadeur russe oppose son... Non, mais son veto. Mais son veto. Voilà. Mais son veto. Mais son veto. À la résolution. Voilà. Un veto, qu'est-ce que c'est? Un veto. Un veto, c'est une prérogative à travers laquelle vous vous opposez à une chose par le refus. Donc, employer, s'opposer et veto, vous êtes en plein pléonasme. Parce que le veto lui-même, c'est une opposition. Et face à cette opposition, vous dites que vous vous opposez. Ça fait un double emploi de l'opposition. Donc, c'est plutôt, je mets mon veto. Par exemple, un père de famille qui n'est pas d'accord avec l'époux de sa fille, il n'a pas envie que sa fille épouse cette personne, il dira à sa fille, tiens, je mets mon veto à ton mariage, pour ne pas que ce mariage ait lieu. Voilà. Donc, c'est je mets mon veto et non j'oppose mon veto. Veto. Oui, mon veto. Vous avez dit veto. Non, mon veto, autant pour moi. Alors, voilà. Non, veto. Je mets mon veto. Mon veto. Voilà. Alors, construire une maison neuve. Je vois que Marco même sourit en prononçant cette expression. Construire une maison neuve, il faut dire qu'aujourd'hui, nous commençons à déformer vraiment la langue française. Si on construit une nouvelle maison, si on de construire comme si on peut construire une ancienne maison. Il vient de construire une nouvelle maison. Cette expression peut être correcte. Dans quel contexte? Monsieur X avait une ancienne maison, il avait une ou deux maisons, donc il se trouve qu'il vient de construire une troisième maison. En ce moment, il vient de construire une nouvelle maison. Parce que l'adjectif nouveau sous-entend qu'on parle de quelque chose qui vient après une chose.
Par contre, neuve, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, il vient de construire une maison neuve, mais attention, cette maison qui vient de finir, elle est neuve. Donc, associé, il vient de construire une maison avec neuve, c'est faire du pléonasme. Parce que la maison qu'on vient de construire est neuve, c'est tout à fait évident. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est neuve. Elle est nouvelle dans le contexte où il y a une ancienne maison. Voilà. Donc, il faut faire très attention lorsque vous employez cette expression. Et il achève complètement. Il achève complètement. Il a complètement fini son contrat. Ça, on l'entend communément. Il a complètement fini sa tâche. Il a complètement, pardon, achevé sa tâche. Achever, qu'est-ce que c'est? C'est finir quelque chose. Achever, c'est finir quelque chose. Donc, on a commencé quelque chose, on met fin à cette chose. On vient de l'achever. L'adverbe complètement, qu'est-ce qui sous-entend? C'est la fin d'une chose, c'est l'entièreté d'une chose, la totalité d'une chose. Donc, associer encore achever et complètement, c'est un pléonasme. Donc, il faut faire très attention. Il n'a pas achevé complètement ce qu'il fait, il a achevé simplement. Parce que achever, c'est finir. C'est mettre complètement un terme à ce qu'on vient de faire. Voilà. D'accord. Donc, on va récapituler avec vous. On a parlé de quand nous partons en voiture, on prend. On a également parlé de je suis là à étudier, je pose mon veto, construire une maison neuve, il achève complètement. Voilà. Donc, pour la première expression, la maladresse ici se retrouve au niveau du « on » qui est à l'intérieur de la phrase. À la place, en lieu et place du « on », on emploie plutôt le « nous » puisque les personnes qui posent l'acte ici sont connues. Ce ne sont pas des personnes indéfinies. Donc, il faudrait le faire vérifier à l'intérieur de cette expression par le pronom qui désigne les individus puisqu'ils sont connus. Ensuite, la deuxième expression, je suis là à étudier, je vous en prie, ce n'est pas je suis là à étudier, c'est plutôt je suis en train d'étudier parce que l'action est en train de s'accomplir. Ensuite, j'oppose mon veto. Un veto ne s'oppose pas parce que le veto en lui-même, c'est une opposition. Veto. Donc, je mets mon veto. Voilà. Veto. Construire une maison neuve. Construire une maison qu'on vient d'achever, c'est une maison neuve. Donc, associer, construire une maison neuve, ma foi, ce n'est pas correct. Puis, on termine. Avec, nous terminons avec achever complètement. Achever, c'est finir entièrement. C'est totalement mettre un terme à une chose que nous sommes en train de faire. Donc, l'associer avec complètement, c'est un pléonasme. Et ce n'est pas correct. Donc, on achève simplement. Voilà, on a terminé avec la rubrique Parlons français. Donc, on va vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres expressions. Merci beaucoup, madame. Merci Marco, merci Nessie. Bonne semaine du français. Merci. La langue française, on ne le dira jamais assez, qui nous permet... Nous espérons qu'au cours de cette semaine, la langue française n'aura pas le cou tordu. Et mais il faut regarder aussi du côté des politiciens, parce qu'il y a beaucoup de fautes là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'aborder les fautes des politiciens. Hein, un jour, il faut faire ça, parce qu'il y a trop de choses. Hein, et ce sont des personnes qu'on entend tous les jours. Donc, il faut que vous d'accord, je vais mettre la main à la pâte avec Marco. Voilà. Comme ça, je ne serai pas isolée. Comme ça, s'il y a quelque chose, c'est avec elle. Voilà, merci d'être en Matin Bonheur, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques secondes. Il y aura le journal avec la ravissante et très concernée par le français Maïsako. Mais avant, un petit élément donc du Venezuela, l'un des endroits les plus beaux au monde, avec un reportage assez particulier, ce qui sera couplé donc à la bande météo, JT. Et puis on se retrouve juste après. On y va? El agua el mate. Nosotros no tenemos mucho pipote. Bueno, el barato, pues el barato. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du nord-est, de l'est et du sud-est seront intéressées par des pluies résiduelles avant de faire place à un ciel partiellement nuageux. Le littoral, quant à lui, sera généralement nuageux et partiellement couvert. Ailleurs, le ciel restera partiellement couvert.
Côté température, on notera 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké. Une série de 23 degrés est attendue dans les villes de Bondoukou, Boaké et Daloa. Dimokro affichera 25 degrés. 24 degrés à Gagnoa et Korogo. Man affichera 22 degrés. 23 degrés à Otiene. 25 à San Pedro et Sassandra. 24 degrés à Tabou et à Yamsoukro. Au cours de cet après-midi, le mélange de forte humidité et de l'insolation dans la moitié nord du pays entraînera des formations orageuses. En milieu ou en fin de période, cette situation débouchera à des précipitations, notamment dans les régions du nord, de l'ouest, du centre et de l'est. La moitié sud sera partiellement nuageuse, avec des possibilités de pluie localisées en fin de période, notamment sur les régions du littoral. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan, 33 à Diaké, 35 degrés à Bondoukou. Boaké affichera 33 degrés ainsi que la ville de Daloa. À Dibokro, on notera 35 degrés, 33 degrés à Gagnoa. Korogo affichera 35 degrés, 33 degrés à Man. Odiene connaîtra 36 degrés, ça sera par ailleurs la température maximale. 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamsoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. À Kigali, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé hier au sommet d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine. Thème choisi, tirer profit de la puissance du monde des affaires pour piloter l'intégration africaine. Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lancent ce mercredi 21 mars à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un grand pas vers l'intégration régionale et continentale. Et pour préparer cet important événement, un sommet d'affaires pour mettre le pouvoir de l'entreprise au service de l'intégration africaine. Il s'agit de rassembler les chefs d'entreprise, la société civile et les décideurs politiques africains pour élaborer une stratégie de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et nigérien Mahamadou Issoufou, champion du processus de la zone de libre-échange, ont, au cours de la plénière d'ouverture, présenté les opportunités d'un marché unique pour l'Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans sa communication sur le thème Technologie et innovation, a indiqué que la formation des ressources humaines est essentielle pour le développement du continent. C'est la capacité de l'homme à apprendre et à s'adapter, comme je dis au départ, aux circonstances qui permettent d'aller de l'avant. Nous avons raté les 3 révolutions industrielles. Nous sommes à la 4e révolution industrielle qui est celle de la matière grise. Il me semble que l'Afrique ne peut pas rater cette révolution. Et les résultats que nous avons, que ce soit donc, au Kenya, que ce soit donc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., montrent que la jeune génération est de plein pied dans ce 21e siècle, qui sera numérique ou elle ne sera pas. Avec ce sommet, le secteur privé est placé au cœur du processus de mise en œuvre du marché unique africain. Direction la primature, une délégation issue du groupe Fosun, un groupe chinois opérant dans l'industrie pharmaceutique, a échangé avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Les discussions ont porté sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. L'objectif de cette séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien était de faire l'annonce d'importants investissements dans 2 projets majeurs qui verront le jour d'ici à 2020.
la distribution et la construction d'une usine de production de médicaments contre le paludisme. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre ont bien exprimé leur souhait de mettre en œuvre les deux projets susmentionnés le plus tôt possible. À travers les deux objets susmentionnés, le souhait de notre société est de fournir les médicaments antipaludisme non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Pour Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement a le souci de développer la production de médicaments génériques au profit des populations ivoiriennes. À ce jour, l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire est constituée d'une centrale d'achat, de 4 grossistes répartiteurs, 850 opérateurs privés de pharmacie, 442 dépôts de pharmacie et 8 unités de production de médicaments. Un regain d'activité satisfaisant quand on sait que le domaine de la santé est au cœur des priorités du gouvernement, qui ne cesse d'accroître chaque année les investissements dans le secteur. Des travaux de débroussaillement sont effectués sur l'axe Abidjan-Thomasset dans la sous-préfecture d'Azaguié. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien routier sur la période 2017-2018. 4 milliards de francs CFA sont investis pour l'entretien des routes. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de l'AGEROUTE s'est rendu sur le site. Jean-Luc Bambou. Lancés en janvier 2018, ces travaux portent sur le débroussaillement des accotements, le désensablement et le curage des ouvrages routiers sur toute l'étendue du territoire. Le directeur général de l'AGEROUTE est venu s'assurer de la bonne exécution de ces travaux. Il a choisi le carrefour Thomasset sur l'axe Abidjan-Adzopé. Il faut élaguer les arbres pour que vraiment la chaussée soit vraiment décoiffée et qu'elle puisse respirer. Je pense que bon, en voyant cela, vous devez pouvoir insister pour que les entreprises partout travaillent de la sorte. Les meilleurs seront retenus systématiquement pour continuer. Donc je souhaiterais que les entreprises vraiment puissent s'adonner à cet exercice. S'assurer de la bonne exécution des travaux, mais également partager les difficultés que les entreprises en charge de ces travaux vivent sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sécurité, parce que d'abord recruter les manœuvres, ce n'est pas facile. Une fois que tu recrutes au moins 20 manœuvres, 30 manœuvres, ils viennent le soir, ils disparaissent, le lendemain, tu ne peux plus les avoir. Donc à chaque fois, il faut changer, il faut chercher toujours les manœuvres. C'est le chauffeur qui nous fatigue, parce que tous nos cônes même, ils ne respectent pas la sécurité même. Le signal, c'est zéro. Le directeur général en appelle donc au sens civique des usagers de la route. Le gouvernement a pris la décision d'étendre cette opération à travers tout le pays. Donc l'ensemble des voies bitumées va faire l'objet de traitement. Et ce que nous recommandons, c'est que les usagers de la route soient indulgents. Parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs qui travaillent ont des difficultés avec les usagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité pour éviter donc les accidents. Cette opération d'entretien routier concerne les 6500 km de route que compte la Côte d'Ivoire. Elle a coûté 4 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire a célébré récemment la Journée mondiale des droits des consommateurs. Pour marquer cette célébration, la Fédération ivoirienne des consommateurs a exhorté les populations à mieux entretenir le réseau routier du pays. Patricia Omoetia Issaïou. L'entretien du réseau routier au cœur de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le ministre des Infrastructures économiques a, au cours d'un échange avec les consommateurs, fustigé le comportement de certains usagers face à la dégradation des voies. Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, la plupart des routes sont à péage. Vous allez en France, je viens d'arriver du Japon, c'est pareil dans l'ensemble de ce pays. Et je pense que ce sont des modèles qui peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire, mais seulement avec l'accord des consommateurs. Et pour voir la possibilité, comment est-ce que les consommateurs peuvent contribuer à l'entretien des routes, parce que l'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour pouvoir donc construire assez rapidement ces routes et contribuer aussi à leur entretien. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté les consommateurs à suivre l'exemple de certains pays où toutes leurs routes sont praticables et bien entretenues. Il leur a lancé un appel afin de trouver un câble de réflexion. L'argent que le consommateur va débourser pour les péages, il faut que ça va
dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes, il faut développer. L'association des consommateurs, dirigée par Ben Mfali, a donc entrepris des campagnes de sensibilisation contre la surcharge des véhicules qui abîment la voirie. Une campagne soutenue par l'AGEROUTE. Plusieurs panels ont meublé cette journée, notamment la protection des consommateurs face à l'envahissement des marchés. Un mensuel pour communiquer sur les actions et projets du gouvernement. Impact Développement est un magazine conçu par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Pour ce deuxième numéro, l'accent est mis sur le nouveau visage du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Impact Développement, magazine d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Ce mensuel d'une quinzaine de pages entend communiquer sur les actions et projets à réaliser et en cours de réalisation du gouvernement ivoirien. Après le premier numéro consacré à l'accès à l'eau potable, le deuxième met l'accent sur le transport public dans le district d'Abidjan. On sait que la question du transport, c'est une problématique importante pour la population. Se déplacer n'est pas toujours facile et on assiste aujourd'hui à un effort du gouvernement pour faciliter la mobilité. Un ouf de soulagement pour les Abidjanais. Le secteur du transport est l'un des indicateurs de l'économie. Il représente environ 7% du produit intérieur brut PIB. Ce magazine est un des nombreux outils à la disposition du gouvernement pour faire sa communication. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. Nous avons une plateforme, un site web. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, quoique il y a aujourd'hui un grand développement dans le secteur du numérique. En faire une version papier, c'est quelque chose qui pouvait apporter un plus. Secteur du transport public et privé, l'État a engagé une politique de renouvellement du parc automobile en 2017 avec l'acquisition de plus de 500 autobus de la Sotra, la mise en circulation de 200 taxis compteurs, connus sous le nom de Taxi Ivoire, et le transport privé lagunaire. Ce magazine communique sur la réduction de la pauvreté engagée par l'État dans ce deuxième numéro. On note que le taux de pauvreté est passé de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. C'est-à-dire qu'il y a un effort en matière de réduction de la pauvreté, pour ne pas dire de gros efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Impact Développement. Ce mensuel d'information et de communication gouvernementale est accessible à toutes les franges de la population et disponible dans les kiosques et administrations publiques. C'est près de 7 à 10 000 exemplaires disponibles tous les mois. La communauté francophone a célébré hier 20 mars la journée internationale de la francophonie. Thème retenu cette année, la langue française, notre trait d'union pour agir. En Côte d'Ivoire, les activités ont tourné autour de la cohésion sociale, la paix et la sensibilisation des jeunes aux dangers que représente le terrorisme. Walter Amadou Ouattara. C'est autour du thème paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif, que s'est tenue à Abidjan, précisément à l'ISTC Polytechnique, la commémoration de la Journée internationale de la francophonie. Le message de la secrétaire générale de la francophonie a été partagé avec l'ensemble de l'assistance. Une assistance composée de diplomates, d'autorités ministérielles, de chefs traditionnels, d'acteurs du monde de la littérature, des médias, de la culture et de la francophonie, sans oublier des étudiants. Pour Michael Jean, la langue française doit être un trait d'union. Des dizaines de millions de jeunes sur les 5 continents, repoussant ainsi toujours plus loin les confins de l'espace que recouvrent les 84 États et gouvernements de la francophonie. Et puis, la langue française retrace la géographie du monde en créant des liens. Un souhait concrétisé par la Commission nationale de la francophonie, le coparrainage de la cérémonie assuré par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Une action qui vise à appuyer les efforts de promotion menés par la Commission nationale de la francophonie. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble de son gouvernement pour l'appui multiforme
qu'il déploie pour consolider la place de la Côte d'Ivoire au sein de l'espace francophone. Les ministres Bruno Nabagné-Koné et Anne Désiré Ouloto ont apporté le soutien du gouvernement à cette commémoration. Je voudrais inviter chacun de nous à faire de la paix, de la cohésion et de la sécurité son marchepied. Ma reconnaissance à l'OIF qui porte au cœur de ses actions le développement de la promotion du numérique et des TIC. La présentation du concept « Libre ensemble », une action qui vise à lutter contre le terrorisme, l'un des temps forts de cette célébration officielle. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015 doit reprendre ce 21 mars. Sur le banc des accusés, 83 Burkinabés, mais aussi un Malien membre du mouvement arabe de l'Azawad, un groupe armé actif dans la région de Tombouctou. Le G20 Finances a fermé ses portes hier soir à Buenos Aires. Cette réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du groupe des 20 puissances mondiales que préside cette année l'Argentine a été dominée par les risques de guerre commerciale suite à la décision américaine d'imposer des droits de douane aux importations d'acier et d'aluminium. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maïsako, 6h44 sur RT1, merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Aujourd'hui, Nessie, nous célébrons une journée particulière. Effectivement, cette journée, là, on a commencé déjà à la célébrer depuis le début de cette semaine, depuis déjà lundi. On a parlé des eaux et des forêts, l'enjeu économique. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le colonel Dogui Aboa. C'est la journée internationale de la forêt aujourd'hui, le 21 mars. Monsieur colonel, mon colonel, bonjour. Oui. Alors, c'est une journée de plus ou c'est une journée qui va compter? C'est une journée qui va compter. Comment? Par plusieurs actions, notamment la sensibilisation de tout le monde entier à la préservation de la chose forestière. C'est vraiment important. Alors, pour les jeunes, les plus jeunes qui nous regardent, tout simplement tout le monde, c'est quoi la forêt? C'est quoi la forêt? Oui, la forêt, c'est vrai. Les gens souvent voient une plantation d'EVA et pensent que c'est de la forêt. Une plantation de cacao, ils pensent que c'est de la forêt. Non, ce n'est pas de la forêt. Selon le code forestier ivoirien, la forêt, ce sont d'abord les arbres qui ont été mis en place sur un espace de moins 0,1 hectare et qui ont un recouvrement de moins 30% et qui, à terme, peut avoir 5 mètres de hauteur. Donc, le code forestier a défini ce que c'est que la forêt en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui vous attend, mesdames et messieurs, avec les définitions, tout ça. On va rentrer de plein pied dans le sujet. Juste une petite omission qu'on répare maintenant. Écologie. Alors, vous nous avez parlé des forêts, mais il y a aussi des forêts classées. Oui. C'est quoi une forêt classée? Oui, une forêt classée, c'est une forêt qui est normale, mais seulement qui bénéficie d'un statut particulier. C'est-à-dire l'administration, l'État a dit que cette zone-là doit être conservée pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des industriels, pour l'avenir du pays. Et cette zone-là ne doit pas être comptée comme les autres forêts qui sont dans le domaine dit rural. C'est une forêt classée. C'est quoi la différence entre une forêt classée et une réserve foncière? Une réserve foncière, en général, la réserve foncière, ça se voit très souvent en ville, mais la forêt classée, c'est en général dans les zones rurales. Il y en a combien de forêts classées? Les forêts classées en Côte d'Ivoire, c'est la seule fois qui les gère, et actuellement, on en compte 234 qui sont répartis sur l'ensemble des forêts du pays, Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une forêt classée? Ah, là, vous voulez être aménagiste comme nous. Bon, d'accord. On va vous apprendre qu'est-ce qu'on fait dans une forêt classée. La forêt classée, on l'aménage, on la fait vivre, on fait de sorte que la forêt soit maintenue en l'état pour ne pas qu'il y ait de dégradation, pour que le climat du pays soit préservé, pour que l'ensemble des activités du pays, l'ensemble des activités agricoles puissent se faire. Je dis bien l'ensemble des activités agricoles. Or, ces forêts ne doivent pas être utilisées pour pratiquer l'agriculture. Ça veut dire que ces forêts-là sont mises en place dans le pays en vue de favoriser l'agriculture dans les autres zones qui ne sont pas classées. C'est un peu l'importance de ces forêts classées. Et où sont situées nos forêts classées ici en Côte d'Ivoire? C'est réparti sur l'ensemble du pays, en Côte d'Ivoire, au sud, au nord, à l'est, un peu partout. On a des forêts classées au nord? Oui, il y a des forêts classées au nord. Combien de forêts classées au nord? Au nord, on compte au moins une quarantaine de forêts classées qui sont réparties. Même à Korogo, partout, il y a des forêts classées. Alors, comment vous, à votre niveau, au niveau de la SODEFO, comment vous gérez les forêts classées? Et puis, parfois, on dit qu'il y a des familles, il y a la vie dedans, les forêts ne sont plus aussi classées que ça. On parle même de forêts de plus en plus déclassées. Oui.
C'est vrai, vous n'avez pas tort. Les forêts classées, de par plusieurs facteurs, ont été infiltrées pour plusieurs raisons. Tout le monde y a contribué. Et c'est pour cela d'ailleurs l'État a pris des dispositions pour que les forêts soient redevenues forêts classées. Et qu'est-ce qu'on y fait? Bon, on aménage les forêts, on reboise, on fait la protection, on fait la sensibilisation des populations, on fait en sorte que les populations qui vivent autour des forêts puissent en tirer des bénéfices. C'est essentiellement ce que nous faisons. Et les familles qui vivent dans les forêts? Les familles qui vivent dans les forêts. Il y a des villages, il y a même des chefs de village dans certaines forêts. Vous touchez du doigt les problèmes que nous rencontrons dans notre propre administration où des synergies ne sont pas souvent rencontrées dans nos actions. Effectivement, il y a des forêts classées qui hébergent des familles, des villages et même des sous-préfectures. Mais l'État a pris conscience de tout cela et les discussions sont en cours pour que les forêts classées retrouvent leur allure forestière. Non, mais et s'il y a des particuliers qui souhaiteraient créer des forêts, quelles sont les conditions? La première condition d'abord, c'est de venir voir la SODEFOR pour qu'on puisse les accompagner à créer leur forêt. Par exemple, la SODEFOR est disposée à vérifier l'espace sur lequel cette forêt-là devrait pouvoir être mise en place. La SODEFOR est disposée à mettre à la disposition de cet opérateur des semences de qualité pour créer cette forêt. La SODEFOR est habilitée à accompagner cet opérateur afin que sa forêt qu'il va créer puisse être une forêt vraiment viable. Mais il y a des conditions aussi. Oui, il y a des petites conditions que je ne voudrais pas dévoiler. Venez à la SODEFOR, vous allez voir. si on veut créer une forêt. Alors, chaque année, mon colonel, depuis des années maintenant, il y a des cérémonies de planting. On vient, grande cérémonie, on plante des arbres, tout ça. Depuis qu'on est indépendant, normalement, on devait être... Mais les résultats sont où? On ne voit plus, on ne voit pas ces arbres-là. Peut-être que vous n'avez pas parcouru totalement la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que vous n'avez pas encore vu des résultats. Allez-y à Oumé, dans la forêt classée de Téné, allez-y à Sangoué, allez-y au nord, vous avez des résultats. Et de plus en plus, les gens de ce pays sont sensibilisés à la protection de la forêt. Allez-y au jardin botanique de Benjavi, vous allez trouver que les autorités de ce pays ont planté symboliquement un arbre pour dire à tous les Ivoiriens, à tous les citoyens de ce pays de respecter la chose forestière. Et d'ailleurs, je voudrais bien poser la question, si ces actions-là n'avaient pas été faites, quel serait l'état de la forêt actuellement? Justement, parlons de l'état de la forêt. À de 16 millions il y a quelques années, maintenant nous en sommes à pratiquement moins de 3 millions. On va dire ça comme ça. Et puis même dans des villes, ce qui est choquant, il y a régulièrement des abattages d'arbres. Vous faites quoi pour empêcher tout ça? Oui, au niveau des forêts classées, c'est ça. C'est la faute à tout le monde. Au niveau de ce pays, heureusement que les autorités de ce pays comprennent qu'il faut conserver les arbres, il faut conserver les forêts. Et les dispositions sont prises pour remédier à cela. Sinon, effectivement, compte tenu des différentes crises que le pays a connues, compte tenu de différentes situations, les forêts ont été mises dans des conditions difficiles, mais je pense que les autorités de ce pays sont en train de faire changer la donne et bientôt vous allez avoir une Côte d'Ivoire véritablement revertie, surtout avec le président Alassane et ses collaborateurs qui sont autour de lui. D'accord. On a certaines familles qui ont hérité de forêts. Hein, il y a des familles qui sont léguées, il y a des forêts qui sont léguées à certaines familles. Comment vous arrivez à gérer ça? Oui. Parce que moi, on m'a légué une forêt. Je peux décider d'abattre les arbres pour en faire, je ne sais pas moi... Une opération immobilière. Une opération immobilière, ce que je veux. Donc, si on vous a légué une forêt, a priori... Mon arrière-grand-père. Oui, le code forestier ne vous autorise pas à abattre les arbres qui sont dedans. C'est un opérateur industriel du bois qui est habilité à le faire. Vous pouvez avoir l'usufruit de ce bois, mais vous n'avez pas le droit de couper cet arbre. C'est le nouveau code forestier qui le dit. C'est les législateurs, les députés de l'Assemblée nationale qui ont dit ainsi. Même quand vous avez une forêt qui vous appartient dans une zone reculée de votre village, vous ne pouvez pas défricher sans l'avis de l'autorité administrative forestière. C'est ainsi la loi. Parce que la forêt, c'est pour tout le monde. Un abattage d'arbres, un abattage de forêt peut conduire à des nuisances qui peuvent avoir des répercussions sur beaucoup de populations. La forêt classée dans le Guédédou a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre de salive. Alors, quelle est la situation actuelle au moment où nous parlons? La situation actuelle, c'est que effectivement, la forêt classée dans les années 2004 a connu un déclassement, ce qui ne devrait pas peut-être l'être, mais ça l'a été. Et il y a eu un déclassement de 400 hectares. Et la situation actuelle, c'est que beaucoup de maisons ont surgi des terres. La situation n'est pas encore très clarifiée. Quoi qu'il en soit, nos patrons, nos sont à pied d'œuvre, vont prendre des mesures. Ça, on entend ça toujours. Toujours cette forêt-là. Oui. Ça, c'est le langage, diplomatique. Mais je veux dire,
concrètement, qu'est-ce qui est fait? Parce que de plus en plus, nos forêts se déclassent. Il n'y a plus de forêts, il y a pratiquement plus de forêts classées, mais vraiment classées. Oui. Et ça, nous en avons 234. Oui. Mais si vous allez, est-ce que vous avez un point qui vous est fait de façon régulière pour avoir une photo en temps réel, satellite de nos forêts, voir ce qui s'y passe? Parfois, il y a des caches on cache certaines choses très illicites là-bas. Oui. Suivez mon regard. Oui. Alors, qu'est-ce qui est fait pour rassurer les Ivoiriens quant à la contenance même de ce qu'il y a dans les forêts classées? Oui, les forêts classées sont suivies. Hein. La SODEFOR suit surtout les forêts classées et nous avons un dispositif qui nous permet de suivre en temps réel. Quels moyens? Vous avez des hélicoptères, des satellites? Peut-être pas des drones, on n'a pas encore des hélicoptères, mais nous avons des moyens avec les autres structures partenaires, notamment les structures qui font la cartographie, de disposer d'informations en temps réel de ce qui se passe dans toutes nos forêts classées. Et d'ailleurs, avec le concours du Conseil national de sécurité, le CNS, nous avons bénéficié de l'appui de l'État pour pouvoir faire en sorte que toutes les forêts classées soient prises en compte dans un système de protection assez avancé. Et actuellement, tout ce qui se passe au niveau de la forêt classée de Cavali, des différentes forêts classées, au niveau de Bossématier, au niveau de Brassus, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, peut-être que vous n'avez pas suffisamment été informés, mais nous avons des actions qui nous font. Non, nous sommes informés. Donc, donc, vous qui êtes tellement informés, à 10 heures, là, vous pouvez faire un point sur les 234 forêts classées aux autorités. La nation vous demande? A priori, si je suis en face de mes dispositifs techniques, je peux donner des informations à n'importe quel moment sur l'ensemble des forêts classées. Il suffit d'une connexion et nous allons avoir toutes ces informations. Alors, on va sortir un peu des forêts classées. Ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une culture agricole dans une forêt sans forcément abattre des arbres ou mettre du feu à l'intérieur? Oui, il y a des possibilités de créer des forêts sans dégrader la forêt qui existe ou bien la végétation qui existe. Et d'ailleurs, même, je conseille souvent tous ceux qui veulent faire de l'agriculture, de joindre aussi l'arbre à cette agriculture-là. Parce que non seulement vous allez bénéficier du fruit de votre agriculture, mais vous allez aussi bénéficier du fruit de l'arbre dans 30, 20 ans, 15 ans, 10 ans et ainsi de suite. Donc c'est toujours bon d'associer l'arbre à l'agriculture. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous conseillons. Ceux qui veulent surtout créer aussi des plantations agricoles, nous les invitons à venir voir souvent la SODEFOR parce qu'il y a des gens qui sont souvent appelés, qui veulent créer des forêts, des plantations agricoles. Il serait bon qu'ils viennent à la SODEFOR se renseigner sur la situation exacte de la zone qu'ils veulent utiliser pour faire cette création. Parce que souvent, on leur donne la terre, mais cette terre est située en forêt classée. Or, il suffit de voir à la SODEFOR, à partir du bureau même déjà, peut vous indiquer si la zone est dans la forêt classée ou non, ou si la zone est favorable à la création d'une agriculture ou à la création d'une plantation forestière. Donc, c'est souvent bon de passer à la SODEFOR pour vous renseigner, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des plantations forestières et des plantations agricoles. Mon colonel, les villes en Côte d'Ivoire deviennent de moins en moins vertes, surtout les villes urbaines. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour sensibiliser les candidats qui veulent être maires, tout ça? Parce qu'on abat de plus en plus d'arbres. Il n'y a pas, par exemple, Nessie et moi, on habite Cocody, on habite à Bobo, on veut se promener, on veut bénéficier sans forcément aller à la forêt du Banco. On va où? L'urbanisation galopante gêne beaucoup vos efforts. Ça, c'est clair. L'urbanisation galopante gêne vraiment nos efforts. Et tout ce qui se voit au niveau de la baie de Cocody, c'est ce qui est la résultante de la dégradation de la forêt en amont. Il faut dire que de plus en plus, il faut que nos citoyens, nos administrations, nos mairies prennent l'arbre comme un pilier essentiel du développement de leur commune. Sinon, écoute, un jour, vous allez voir que l'ensablement va risquer de prendre tout Abidjan. À l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny avait donné des instructions, si ma petite mémoire est bonne, pour que les artères, les rues principales, et on connaît des arbres, c'était joli, c'était bien, mais ça a tendance à disparaître. C'est difficile de trouver un arbre à Abidjan maintenant. Oui, c'est vrai, c'est difficile de trouver, mais je pense aussi qu'il y a eu des opérations de planting d'arbres sur les artères principales. Oui, on ne voit jamais les résultats. Oui, peut-être que les arbres sont encore petits, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Regardez le boulevard de Trècheville, vous allez voir qu'il y a des arbres qui sont plantés. Ça, c'est là depuis toujours. Voilà. Et vous allez voir les résultats. Et regardez la baie de Cocody, la SODEFOR est partenaire avec la structure qui est en train de mettre en place l'espace en question. Et nous allons faire en sorte que la zone soit verte. En tout cas, nous sensibilisons. Vous êtes sûr que les travaux avancent, soit dit en passant? Ça avance là-bas? Oui, ça avance. L'odeur est toujours là, hein? Non. Bon, l'odeur, ça ne peut pas totalement disparaître, mais ça avance. Et nous allons planter des arbres pour absorber. Nous avez dit que ça allait totalement disparaître. Bon, à terme, ça va disparaître. C'est pour cela qu'il faut accompagner. Quand on dit quelque chose aux Ivoiriens, quand on promet, ils retiennent. Il faut accompagner ces dispositifs avec un planting d'arbres. Et la SODEFOR accompagne le processus avec des plantings d'arbres. Bientôt, nous allons planter des arbres dans la zone et ce sera une zone très verte. Vous allez bien voir. À côté de cela, est-ce que la SODEFOR a pour projet de créer d'autres forêts? Oui.
En plus de ce que contiennent les forêts classées, la SODEFOR continue le reboisement. Et chaque année, c'est un programme de moins 5 000 hectares qui est mis en place et le reboisement se poursuit. Peut-être vous ne voyez pas ça à Abidjan, mais allez-y sur nos chantiers de reboisement, vous allez voir que le pays travaille. Au niveau chimique, pour les, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'il y a des expériences, est-ce qu'il y a des études qui sont menées sur les qualités, les variétés de bois? Et Dieu sait qu'on a vraiment une richesse, un vivier inépuisable dans nos forêts classées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tout ça? Est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites pour nos étudiants, pour faire avancer le pays? Est-ce qu'il y a des découvertes? Est-ce que nos chercheurs donc, vont régulièrement dans les forêts classées afin de récupérer des échantillons? Je sais pas, est-ce que je rêve ou bien est-ce que ça se passe réellement? C'est la vérité, vous ne rêvez pas. Effectivement, nous encadrons les universités, nous les étudiants des universités, nous encadrons les élèves, nous encadrons tout le système éducatif de ce pays pour que tout le monde s'intéresse à la chose forestière, pour les accompagner dans leurs recherches, pour les accompagner dans le reboisement, dans la sensibilisation. Allez-y voir dans la forêt classée des Cavaliers, des Possimatiers, toutes les études qui y ont été faites. Mais les gens ont peur d'aller dans nos forêts classées parce qu'on dit que c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Il faut rendre ça plus sexy, il faut que ce soit les... Dangereux sur quel plan? Sur le plan que les animaux vont les attaquer? Non, qu'il y a des caches d'armes, qu'il y a des choses bizarres là-bas. Souvent les gens le disent, mais ce n'est pas dans toutes les forêts classées quand même. Allez-y, dans certaines forêts classées, vous pouvez circuler tranquillement. Si vous avez l'autorisation bien sûr de la SODEFOR, et puis si vous n'avez pas des idées malveillantes, vous pouvez circuler tranquillement dans la forêt classée et puis faire ce que vous voulez, faire des études, ne pas abattre les arbres, ne pas faire des défrichements, observer, découvrir des espèces. Découvrir les espèces, vivre la nature, vraiment c'est intéressant. Mais les Ivoiriens n'ont pas beaucoup ce réflexe-là. Quand on y va, moi j'étais avec des amis à la forêt du Banco, par curiosité, mais nous étions pratiquement les seuls locaux. On a vu des Coréens qui étaient venus jouer au volleyball, passer la journée là-bas. Mais pourquoi ce désamour-là, les Ivoiriens et les forêts classées? C'est une hantise, surtout en ce qui concerne la forêt classée des Banco, compte tenu du fait qu'on dit que souvent il y a des caches d'armes et ainsi de suite. Oui, c'est juste pour faire des sacrifices. Voilà, non, en réalité, il n'y a rien. Allez-y, moi j'y étais il y a peut-être 2 semaines avec mes enfants, on a parcouru la forêt classée, il n'y a rien de mauvais. Il faut aller, il faut visiter la forêt classée. On peut y faire des safaris. On peut faire des safaris, c'est trop dit, parce que les routes ne sont pas aussi abordables que ça, mais vous pouvez marcher, surtout marcher, transpirer un peu, voir la verdure, respirer de l'air frais. Allez-y, dans le parc du Banco, je voudrais bien préciser que la forêt, le Banco, c'est un parc. C'est géré par le ministère de l'Environnement. Et donc, allez-y pour vous promener. Justement, cette gestion un peu multiforme, il y a la gestion des parcs, la gestion des forêts. Est-ce qu'on ne peut pas regrouper tout ça pour créer un élément, moi je dis ça comme ça, pour créer un élément fort? Parce qu'on a l'impression que parfois c'est un peu dispersé. Oh, c'est peut-être un découpage très administratif, très politique. Sinon, la forêt, le parc national, la base, c'est la forêt. Ce n'est qu'une autre dénomination qu'on donne à la forêt qui est un parc, qui a un statut particulier, qui privilégie la conservation des animaux et ainsi de suite. Sinon, c'est la même chose, la même matière, c'est la forêt. Parce que là où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Donc, les deux vont ensemble. Merci, mon colonel. Je rappelle, mon colonel, vous êtes le conseiller technique du directeur général de la Société des forêts, que nous saluons. Société de développement des forêts. Voilà, que nous saluons. Nous saluons toute l'équipe qui travaille, ce n'est pas évident. On espère que vous aurez un peu plus de moyens afin de vraiment restituer tout ce qui se passe sur le terrain et puis de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait une bonne respiration. Parce que les forêts, c'est... La forêt, c'est la respiration d'un pays. C'est ça. En tout cas, le premier moyen que nous souhaitons, c'est surtout l'adhésion de tout le pays à la chose forestière. Et si ce moyen-là est obtenu, la Côte d'Ivoire sera très verte dans moins de 10 ans. Je vous rassure. Merci beaucoup. À vous. Merci. Je rappelle donc que nous allons avoir dans quelques instants seulement Mme Bernadette Asso-Nguissan dans le volet famille, après le colonel Dogui à Aboua. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des forêts. Il y aura donc l'intervention, bien sûr, de monsieur le ministre des Eaux et Forêts, tout ça. Et vous allez faire la fête chez vous? Oui, on va manifester quand même, parce que même si on n'a pas beaucoup de moyens... quand même, ça dit qu'il y a... Oui, même si on n'a pas beaucoup de moyens... Dites tout, hein, quand même veut dire beaucoup. Voilà, on va manifester, on sera heureux, notre ministre va faire une déclaration, et puis ensuite... On va planter des arbres. Voilà, on va planter des arbres. Et après, la journée va passer, on va oublier. Non, on va pas oublier, parce que dans le mois de juin, juillet, nous allons avoir aussi des opérations de planting, nous allons parcourir le pays, et d'ailleurs, le ministre est en train de faire un programme de visite de beaucoup de régions de ce pays-là pour voir l'état de ses forêts. D'accord. Avant de vous laisser partir, il y a des gens qui veulent planter des arbres, mais où planter?
il faut venir voir la Sodefort, on va vous indiquer où il faut planter et où il faut avoir surtout les semences, les plants qu'il faut prendre pour planter. Si vous prenez n'importe quoi pour planter, vous n'allez pas avoir le résultat que vous allez vous escompter. Venez voir la Sodefort, nous allons vous donner des plants de qualité. D'accord, rendez-vous donc à la Sodefort. Bien sûr. Merci beaucoup, Marco. Elle est là, on va passer à la dernière phase de notre émission. Le thème, comment présenter son amoureux ou son amoureuse à sa famille? Et Madame Bernadette Assonguessan, vous savez qu'elle est incollable en ce qui concerne donc tout ce qui est famille. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, Nessie, mais moi, on ne m'a pas loupé. Hein. Salut Papa Gauvon ici, nous regarde. Et vous, ça a été comment la première fois que vous avez présenté? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé? Oui, vous avez de la chance. Je travaillais déjà. Ouais, j'avais eu le BTS, donc c'était beaucoup plus facile de présenter. C'est beaucoup plus facile. Hein. Mais quand tu es étudiant et que tu n'as pas de très bons résultats scolaires aussi. C'est différent, quand on est un homme ou une femme, hein, parce que pour l'homme, le père, les papas comprennent vite. Hein. Et puis les mamans sont un peu complices, mais des fois quand ça chauffe, elles font comme si elles ne savent rien. Et vous gérez directement avec le père. Allez, le volet famille, c'est maintenant avec l'élément explicatif. Et puis on aura le grand plaisir, le grand bonheur d'écouter et donc de s'abreuver à la source de la connaissance de Mme Bernadette Assonguessan, qui est déjà là. On y va. Quand on commence une relation, on s'empresse de présenter son homme ou sa copine à ses amis, histoire de sonder leur avis. Mais côté parents, ce n'est pas aussi simple. Mon fils ne peut pas prendre sa copine directement venir me présenter. Donc s'il fait ça à moi, il peut dire qu'il m'a désobéi. Mon fils ne me respecte pas. Il faut qu'il passe par l'un de son ami pour venir me dire que ton fils a vu une fille, il veut prendre du sérieux avec elle. On est venu te dire ça. Moi, il donne maintenant mon accord à son ami pour aller dire à mon fils que je suis d'accord. Maintenant, un jour, il peut venir avec la fille maintenant pour venir me la présenter pour qu'on se connaisse. La présentation était un peu compliquée. C'est quand j'ai pris la grossesse de ma première fille, c'est là qu'il fallait forcément arriver chez les parents pour qu'on puisse le connaître. Parce que chez nous, quand tu prends une grossesse que les parents, il peut avoir mort d'homme. Donc c'est comme ça qu'il allait se faire présenter. Mais c'était compliqué. Il fallait envoyer un cabri, donner un peu d'argent aux parents, tout ça, pour qu'ils puissent accepter nos relations. Tu peux présenter une fille, mais le hic, c'est qu'il ne faudrait pas revenir encore présenter quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Mais si tu es sûr d'elle, tu peux la présenter, il n'y a aucun problème, hein, moi à mon niveau. Présenter son amoureux à sa famille, une démarche facile pour certains. Et d'autres, ça coince. Le tout est de trouver la bonne approche. C'est mon époux lui-même qui m'a envoyé chez ses parents. Il m'a présenté d'abord à sa mère et puis bon, au fur et à mesure, ça s'est fait avec le père. Je l'ai présenté à mes parents, disons à mes grands frères et comme à toute ma famille. Et tout le monde a apprécié. Et à son tour maintenant, il fallait que je connaisse ses parents biologiques. Et elle m'a dit que son papa est décédé. Mais néanmoins, avec sa maman, je devais rentrer en contact. Et je suis rentré en contact avec son grand frère qui était à Port-Boué. C'est comme ça que nous avons commencé à sympathiser. Dans tous les cas, présenter ses parents reste délicat. Mais il faut tout de même le faire. C'est important de présenter son homme à ses parents. C'est très important parce que ça y va du respect de toi-même d'abord. Parce que quand les parents ne connaissent pas ton mari, il n'y a pas de vrai amour. Ça donne la crédibilité à votre engagement. Ça prouve que vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire. C'est respectueux puis c'est plus responsable vis-à-vis des parents. Oui, c'est normal de présenter sa femme à ses parents. Du moment que c'est une femme que tu as aimée, c'est normal de présenter cette femme aux parents. Présenter son amoureux ou pas, au final, tout dépend des attentes de l'un ou l'autre. À chacun d'apprécier et de choisir la bonne formule. C'est vous qui décidez. En tout cas, Nessie, ouais, c'est vous qui décidez la première question. Madame Bernadette Assonguessan, bienvenue chez vous. Merci. Oh, merci. Bon, vous êtes chez vous. Merci, alors, bonjour. Quel est l'âge idéal pour avoir un amoureux? L'âge idéal. Je ne saurais vous dire. Peut-être que d'autres collègues pourraient vous dire l'âge idéal, mais l'amour ne vient qu'au détour du chemin, comme le dit-on
au détour du chemin. Les amourettes peuvent commencer à 2 ans, juste quand on sait parler, déjà à la maternelle. Et il y a des amours qui ont commencé à la maternelle pour finir à 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Maintenant, quand il s'agit peut-être de plus sérieux en parlant de fiançailles ou quelque chose de constructif, en ce moment-là, il est bon que la personne soit dans une... Je ne parlerai pas d'âge physique, mais plutôt de la maturité, de la personne dans la construction de sa personnalité. Parce que, effectivement, quand on est amoureux et qu'on veut aller devant jusqu'à vouloir les présenter à ses parents, ça veut dire qu'au point de vue affectif, nous-mêmes, on est suffisamment mature. Au point de vue personnalité, on est suffisamment mature. Et puis, on est responsable par rapport à ce qu'on va faire, par rapport à nos actes. Et donc, on a aussi la responsabilité d'être assis financièrement, avoir une bonne assise et être véritablement responsable. Mais ça, ce sont un ensemble de choses qui ne sont pas une liste exhaustive de ce qu'il faut être ou il faut avoir pour pouvoir se dire suffisamment mature pour déclarer donc à ses parents qu'on est amoureux. Alors ma question est la suivante, c'est quoi même être amoureux? Avoir un amoureux c'est quoi? Pour des gens ou des personnes qui sortent de l'adolescence mais qui sont en plein dans l'enfance même. Parfois. Alors oui, comme nous disons, être amoureux, c'est donc l'élan véritable qu'on a donc d'affection par rapport donc à une autre personne. Donc l'amour, donc c'est un élan très fort de ce qu'on désire cette personne-là. On reconnaît que sans cette personne-là, on ne se sent pas bien. Quand elle n'est pas, quand on ne la voit pas, quand on ne l'entend pas, quand on n'est pas à ses côtés, on ne se sent pas bien. C'est la personne qu'on voit, on se dit, celle-là, il me la faut pour la vie. C'est cette personne donc, qui vous fait battre le cœur à la chamade chaque fois qu'on la voit et dont l'absence pèse véritablement. C'est différent de l'amour qu'on a pour sa mère, donc pour parler de la relation de la mère à son enfant. C'est différent de l'amour que le père a pour son fils. Mais cet amour est beaucoup plus fort, qui parle de pouvoir se séparer, au point de pouvoir se séparer donc de ses parents, père et mère, et frères et sœurs, et s'attacher donc à cette personne pour laquelle on a beaucoup un amour très très fort, donc une affection, un attachement très fort. Alors on va prendre, donc finalement on prend quoi comme repère? La sortie de l'adolescence ou bien 18 ans, 21 ans? Bon, je pense que dans le contexte dans lequel je pense que nous parlons, il s'agit donc certainement de début de fiançailles, donc le futur fiancé, la personne avec qui donc nous voulons faire notre vie. Et donc nous allons le dire peut-être après les 20 ans. D'accord. Après les 20 ans, ça veut dire qu'on commence à construire quelque chose de sérieux. Et donc, à ce moment-là... Là, on ne parle pas des petites amourettes. Voilà, c'est qu'il faut faire la différence. C'est à vous de me dire. Est-ce que c'est... Voilà, si on doit envoyer chaque fois, dans l'adolescence, ou bien dans le petit copain, l'ami, envoyer à la maison, bon, là, les parents considèrent comme des camarades, des amis. Exactement. Et c'est ce que dans le reportage, quelqu'un a dit, si vous pensez suffisamment que cette personne est celle que vous allez prendre pour la vie et que ce ne sera pas la première, ensuite demain la deuxième, fait toutes les lettres de l'alphabet. Non. Et ça, ce n'est pas... C'est vrai qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois, véritablement, mais l'amour... Ça, c'est un thème qui vient bientôt. Mais l'amour véritable, une fois qu'on l'a trouvé, c'est pour la vie. Absolument. C'est pour la vie. Voilà, c'est pour la vie. Mais bon... des circonstances peuvent faire que l'être humain est ce qu'il est, le cœur bat comme il le peut. On peut penser qu'on est amoureux, parce que dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a le désir, il y a la convoitise, il y a toutes ces choses-là qu'on peut vouloir assouvir et penser qu'on est amoureux. Le fort désir d'une personne peut penser qu'on est amoureux de cette personne. Et c'est au fil du temps qu'on se rend compte que, en fait, ce n'était qu'un désir, ce n'était que...
juste un désir et en ce moment-là, bon, on est désillusionné, j'étais amoureux mais je ne te suis plus. Non, vous n'avez pas été véritablement amoureux. Je commence à fréquenter une dame, elle commence à fréquenter un homme. Là, on est encore loin des fiançailles, du cococo et tutti quanti. Mais là, nous sommes dans le fait de créer le premier lien. Alors, il y a tout un rituel. Il y a tout un rituel, il y a des astuces. Comment on fait? Comment ça se passe? Dans quelle disposition on se met? Alors, le tout dépend. Hein. Nous allons prendre la société traditionnelle. Dans la société traditionnelle, il y a vous pouvez être amoureux d'une personne, mais si ce n'est pas celle que la famille, donc votre famille, a pressenti pour vous, vous n'irez pas très loin avec ça. D'accord? Donc, vous avez des amis, vous partagez un certain nombre de choses. Les parents se rendent bien compte que vous avez l'habitude d'aller dans une case, dans une cour. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt là-bas. Donc, vous manifestez déjà votre intérêt pour ce que vous avez trouvé. Et vous mettez donc les amis de génération dans la confidence. Et puis, petit à petit, les choses se font entre parents. Donc, généralement, dans la société traditionnelle, votre amoureux, la famille connaît déjà qui... Vous êtes déjà scanné. Vous êtes, voilà, elle connaît, donc on vous oriente véritablement vers cette personne-là. Les parents s'arrangent pour l'inviter à la maison quand il s'agit pour le fils. On invite donc la jeune fille à venir à la maison. Et le jeune garçon, il va faire des corvées de l'autre côté. Donc, les parents s'arrangent pour que les jeunes gens se retrouvent, se reconnaissent. Et ainsi de suite, la famille donc s'arrange pour faire le reste. Maintenant, quand il s'agit, nous disons donc en ville, émancipée, moderne, et tous les termes qui accompagnent un certain nombre de comportements que nous avons à la ville. Et nous disons que donc les enfants sont responsables de ce qu'ils ont à faire. Donc dans ce que vous avez planté, un jeune homme rencontre quelqu'un qu'il veut prendre pour un moment de vie, une communauté de vie. Dans ces conditions-là, véritablement, quand on a une bonne relation, quand l'éducation que nous avons reçue nous l'impose, et cela devrait être ainsi, cette personne est déjà une personne que nous connaissons, que la famille connaît, qui vient déjà à la maison. C'est une camarade qui a l'habitude de venir, c'est un camarade qui a l'habitude de venir à la maison. Et puis, bon, les parents ont déjà l'œil bien aiguisé, donc ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Donc, les parents peuvent vous faciliter la tâche selon le type d'éducation que vous avez dans la famille, selon le type de relation que vous avez avec vos parents. Donc, vous appelez, dites, Marcelin, je te vois très régulièrement avec... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare? Donc, sois sérieux, mon fils, ainsi de suite. Je vous avoue que ça s'est passé exactement comme ça. Ah, bon. Donc, les parents ayant l'œil exercé, donc, peuvent vous faciliter la tâche et donc, vous donner donc l'assurance nécessaire. Laisser la personne, concrètement, faciliter la tâche, c'est laisser la personne venir à la maison régulièrement, vous laisser être à deux, à parler dans votre coin sans être dérangé et tout cela. Mais ça, c'est, comme je dis, nous disons, c'est vraiment selon l'éducation que nous avons reçue, ce qui se passe, les valeurs que nous avons dans la famille et tout cela. Parce que l'amoureux, on ne vous permet pas d'avoir n'importe quel amoureux. Et donc quand vous décidez donc de faire venir cette personne-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été aplanies avec la complicité d'un ou des deux ou de quelques personnes autour de nous dans la famille. Une personne influente, de préférence, qui a de l'influence, qui est écoutée par le père ou par la mère, qui peut donc introduire la personne aimée. Voilà un peu comment les choses se passent. Les choses ne peuvent pas se faire en dehors de la famille. Pour revenir un peu au clin d'œil de la semaine dernière, les choses ne peuvent pas se faire en dehors de la famille. Si vous le faites en dehors de la famille, quelle valeur éducationnelle avez-vous reçue? Avez-vous été éduqué dans la rue? Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu les choses que nous pouvons dire à ce niveau. Mais après combien de temps de relation faut décider d'envoyer son petit copain, sa petite copine à la maison? Ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de décision et de sentiments personnels, d'éducation aussi. À votre fort intérieur, vous en êtes où avec cette relation? Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes suffisamment convaincu
de ce que la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous avez cette attirance, avec qui vous avez déjà commencé à partager un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez suffisamment, vous vous sentez suffisamment bien mûr, vous vous sentez suffisamment averti, équipé pour dire je vais m'engager et donc comme je ne peux pas faire cet engagement tout seul, je vais mettre donc les parents au courant pour m'aider. Parce que parfois, on se dit il faut mieux que les parents peut-être nous disent si on a lieu de partir avec un œil différent. Donc, c'est quand on est sûr de ce que nous avons trouvé et de ce que nous voulons faire avec cette personne-là, qu'en ce moment-là, nous pouvons donc commencer à faire la démarche. Ok, on doit être sûr. Au fait, est-ce qu'on doit être sûr à 100% avant de se présenter ou est-ce qu'on le fait parce qu'on ne veut pas rester dans, je vais dire ça comme ça, on ne veut pas rester dans l'informel, on ne veut pas se cacher, on a reçu une certaine éducation? C'est les deux. D'abord parce que vous avez reçu une éducation, donc vous avez des valeurs. Il y a donc il y a des valeurs, vous ne pouvez pas... Jusque-là, ce qui se faisait, c'était des cachettes. Vous le faisiez à la cachette des parents. Mais si vous pensez, et c'est là que nous revenons à dire, quel est votre engagement, quelle est la maturité, quelle est votre assurance? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez trouvé, la personne que vous avez trouvée, elle est celle avec qui je peux aller loin et donc pour laquelle j'ai besoin de la caution familiale, de la caution parentale pour avancer? Parce que ce qui va se passer après les amourettes, c'est la vie à deux. Et la vie à deux, nous avons besoin de caution, donc des parents, de caution de la famille pour avancer avec cette personne. Et c'est bien sûr de se faire connaître. De la même façon qu'on se pose des questions, comment est-ce que je vais faire pour présenter la personne que j'ai trouvée à mes parents? Ben, le partenaire aussi, la personne que vous avez trouvée, se pose aussi les mêmes questions. Parce que c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement le jeune homme qui doit présenter sa future compagne à ses parents, mais votre ami, votre amoureux ou votre amoureuse se pose des questions. Quand est-ce que nous allons avancer dans cette relation? Et on se dit que la relation est sérieuse quand les parents sont informés de ce qui se passe. Avant cela, on se dit, on est ensemble, mais malheureusement, cette façon de procéder en disant nous sommes ensemble, nous étudions, on fait des études jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on va avoir le BEPC à ce niveau-là? Est-ce qu'on y va jusqu'au bac? Est-ce qu'on va jusqu'à la licence? Donc voilà. Donc il vaut mieux que les parents encadrent cette relation pour que les dérives et parce que quand on échoue, eh bien, il faut avoir les épaules sur lesquelles il faut pleurer. Et il y a également des situations où les parents ne voient pas du tout la relation venir. C'est-à-dire l'enfant est assez cachotier, il gère tout dehors et le moment crucial arrive. Est-ce qu'il doit préparer psychologiquement les parents? Parce que les parents là ne s'imaginent même pas que leur enfant puisse avoir quelqu'un, une vie amoureuse. Ça aussi, c'est inquiétant de la part des parents. Parce que quand quelqu'un est amoureux, ça se sent tout de suite. Il y a des signes évocateurs qui disent que la personne est amoureuse. Votre enfant commence à devenir très rêveur. Hein? Il rêve. Pendant que vous lui parlez de quelque chose, il rêve. Il y a des troubles qui peuvent survenir, qui ne sont pas majeurs, hein, mais il peut avoir des troubles d'appétit. L'enfant ne mange pas, ou se met à manger un peu trop, ou change des habitudes alimentaires. Parce que justement, avec la partenaire, il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà commencé à mettre en place et tout cela. Il va commencer donc au point de vue social à vouloir bien paraître et tout cela. Les filles deviennent de plus en plus coquettes. Elles deviennent de plus en plus coquettes. Donc ce sont des signes. Si les parents ne se doutent pas qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un souci au niveau de la relation aux parents. Justement, docteur, il y a différents types de parents. On a droit. Oui. Il y a les parents complices. Il y a les parents cool qui peuvent laisser votre petit ami, même quand ce n'est pas encore votre petit ami, quand c'est juste une connaissance, venir. Je veux voir Marco. Marco, il est dans sa chambre. Genre, en fair play, des parents fair play, mais qui ont un troisième œil, comme on dit. Et puis il y a des parents, mais vraiment qui sont, comme on dit dans le jargon des jeunes, qui sont gamés. Oui, on a vu dans le Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre, comme on l'a vu dans l'élément. Alors, quelles sont les différentes approches à avoir? Alors, quelle que soit l'approche, il faut déjà avoir une complice. Quelles sont les valeurs? Qui sont vos complices? Qui sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs dans la famille? D'accord? Dans l'éducation que vous avez reçue, quelles sont les valeurs?
Donc vous connaissez vos parents, vous connaissez juste les valeurs et les choses, comment les procédures se font. Vous avez vu la procédure avec un cousin qui était plus grand, vous avez vu avec une grande sœur, vous avez vu avec... Vous savez comment dans la famille les choses se passent. Même si vous ne savez rien de tout cela et que vous êtes peut-être la première personne dans la famille qui doit faire cette démarche-là. Ayez des complices. Les complices, c'est peut-être la sœur, l'ami des parents qui peut donc, à qui vous pouvez parler plus aisément. Il y a toujours une tantille ou un quelque tonton part, qui va nous écouter. Qui va vous écouter pour dire, voilà la situation dans laquelle je suis et voilà ce que je pense que je peux faire. Donc, elle vous dira, d'accord, j'aimerais voir cette personne-là. Et donc, par personne interposée, la chose peut s'arranger. Elle peut voir, la tante ou le tonton regarde, et puis elles peuvent déjà vous donner son avis. Attention, par rapport à ce que j'ai vu, ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut être quelque chose... Attention, mon fils ou ma fille, tu vas te fourvoyer. Il faut faire attention. Je ne pense pas que tes parents apprécient cette chose-là. Est-ce que tu es dans les conditions de... Quand nous parlons de conditions de, c'est, comme vous avez dit, je suppose que en ce qui vous concerne, Nassi, en tant que fille, vous avez certainement attendu d'avoir un certain âge. Les parents vous fixent des délais. Il faut que vous ayez tel niveau d'instruction. Il faut que tu me ramènes ta licence d'abord. Il faut que tu me ramènes ton bac d'abord. Attention à toi. Donc, vous savez plus ou moins ce que les parents attendent de vous. Quand vous vous sentez suffisamment dans les normes que les parents ont fixées, en ce moment-là, vous pouvez enclencher la démarche, mais vers la personne complice et qui vous aidera donc à venir devant les parents. Est-ce que ça, parfois, ça n'effraie pas les prétendants? Parce qu'il y a des parents, comme vous avez dit, là, qui mettent la barre tellement à un niveau. Non, avant que vous me présentiez quelqu'un, je veux ça, ça, ça. À un moment, les filles aussi sont tellement exigeantes, ou bien les hommes sont tellement exigeants, se retrouvent seuls à un certain âge et sont obligés de revoir les exigences à la baisse. Oui, revoir les exigences à la baisse, ce n'est pas ce qu'il faut, parce que ça veut dire qu'on n'était pas convaincu de ce qu'on avait comme exigence. Ça veut dire que les valeurs que nous voulons avoir n'étaient pas les bonnes et que, bon, on est obligé, donc on rentre dans le contentement. En amour, il ne faut pas rentrer dans le contentement. Non, c'est se fourvoyer et ça se paye beaucoup plus tard si vous changez les valeurs sur lesquelles vous êtes allés. Si vous n'avez pas l'aide nécessaire, si vous changez les valeurs, vous pouvez vous tromper et cela pèsera sur la relation que vous allez construire et cela peut vous détruire à petit feu après cela. Donc, les exigences sont très grandes, les parents sont très, très sévères, mais quelle que soit la sévérité des parents, l'amour triomphe de tout. Quand il est vrai. Quand il est vrai, les parents verront que vous êtes amoureux. Ils se rendront bien compte qu'il y a quelque chose à votre niveau qui est différent. Ils vont vous demander. Et s'ils ne vous demandent pas, vous pouvez, donc, comme nous disons, avec l'aide de quelqu'un, venir. C'est le signe de respect, comme m'a dit dans l'élément. Mon enfant ne peut pas venir comme ça. Ça serait comme un affront. Venir me dire, je suis amoureuse, je suis amoureux. Non, ce n'est pas possible. Il y a toujours donc cette personne complice qui fera que nous pourrons dire, au pire, allez, nous pouvons, si nos parents savent lire et écrire un petit mot pour dire, je suis amoureux, ou montrer par des faits et des gestes que vous êtes amoureux et que vous avez l'intention de... Et là, si les parents le remarquent et qu'ils viennent tout de suite nous dire à l'enfant, je te vois, tu as changé de comportement, j'espère que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Parce que ce n'est même pas le moment. Alors que là, on s'apprêtait à venir présenter le petit copain, la petite copine. Mais si ce n'est pas le moment, face au rejet, il y a plusieurs attitudes. Hein. Si c'est vraiment le rejet, la personne, vous allez encaisser cela. Donc, peut-être que ce sera des pleurs, ce sera peut-être l'abattement, ça sera encore vous compliquer l'existence donc, dans votre retrait ou dans votre... donc, où ça sera carrément la rébellion. Et vous vous rebellez et vous sortez, vous ne venez pas à la maison. Le parent va se rendre compte qu'effectivement, l'interdiction justement que j'ai posée, c'est certainement ce qui est en train de se dérouler. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis
de perdre mon enfant, que ce soit l'enfant qui se recouvre sur lui-même et qui est dans l'abattement et tout cela, ou que l'enfant qui choisit donc l'affront, la rébellion, vous vous rendez compte que dans un sens ou dans un autre, vous êtes en train de perdre votre enfant. Qu'est-ce qui est avantageux pour vous? Est-ce qu'il est avantageux pour vous que vous perdiez votre enfant qui va commencer à se rendre malade ou qui va aller dehors et qui va rencontrer, on ne sait pas trop ce que réserve donc le dehors? Qu'est-ce que vous voulez? Les parents, aussi durs qu'ils puissent être, vont revenir donc à leur première interdiction formelle pour dire, bon, nous pensons qu'il y a lieu de voir ce qui se passe, vous êtes amoureux, parlons de ce qui est, et nous voulons voir ce qui est, puisque cela vous rend malade, cela vous donne donc d'être en rébellion avec nous. Ce n'est pas comme ça que nous vous avons éduqué, donc il y a lieu de voir de quoi il s'agit. Emmène-nous là ou emmène-nous-le qu'on voit. Mais je pense que cette démarche est beaucoup plus pour le petit garçon. La jeune fille n'a pas ce privilège-là dans nos éducations. Justement, c'est quoi les spécificités? Alors, parce que c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas, une femme, de la même manière que la femme va opérer, déjà même quand la femme est amoureuse, c'est difficile même de savoir, parce qu'elles sont plus cachotières que les hommes de nature, n'est-ce pas? Merci. Alors, donc, il y a des spécificités. Comment faire face à ça? Alors, les parents sont beaucoup plus aisés pour le petit garçon qui grandit et qui va donc donner le nom à la famille, qui va apporter donc à la famille. D'accord? Donc, les parents sculptent même l'attitude du fils, du garçon, et l'encouragent même à un certain moment dans le discours des parents. Tu commences à prendre de l'âge, on ne voit personne venir. Moi, je ne pourrais pas partir si je n'ai pas de petits-enfants. Et j'espère que tu pourras m'en donner avant. Donc, il y a l'attitude des parents qui encouragent le jeune homme à présenter quelqu'un. Contrairement à la jeune fille qu'on surveille de très près, tout ce qui passe autour sont scannés. Voilà. Et on lui pose beaucoup de questions. La difficulté pour les parents, c'est de voir leurs enfants partir dans une relation qui va continuer, donc, l'éducation qu'ils ont donnée. Personne ne veut livrer son enfant à quelque chose qui va le faire souffrir. Donc, l'important pour les parents, c'est de pouvoir continuer à protéger leur enfant et savoir que la relation dans laquelle l'enfant s'en va est une relation qui ne va pas le faire souffrir, qui ne va pas détruire l'enfant. Voilà. Donc, quelle que soit la dureté des parents, se présenter son amoureux, c'est quelque chose de valorisant. De dire que mon enfant est arrivé à un niveau où il doit nous honorer de faire de nous des grands-parents. Comment présenter son amoureux, son amoureuse à sa famille? C'est tout un symbole. On retient donc qu'il y a l'éducation, il y a la complicité, il y a le timing et puis aussi il y a la sincérité des sentiments. Tout ça joue également. Sachez que nous sommes sincères et très heureux d'être toujours amoureux de vous, très chers téléspectateurs avec d'ici. Madame Bernadette Assongué-San, merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne journée. Restez toujours sur RTI 1. Juste après, Alix Kokola vous donne le chapelet de rendez-vous qui rythme à la RTI et aussi tout l'environnement. Allez, bonne journée sur RTI 1. Ciao, ciao.